Alors, ça y est, il paraît, et cela nous vient du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest. Il paraît que l'Afrique et les Africains sont de nouveau en marche et en mouvement vers la liberté, et cela de façon irréversible. C'est la révolution anti-impérialiste, panafricaniste, anticolonialiste, bien sûr. Il paraît. Euh, Ça faisait longtemps depuis la fin de la guerre froide. Et en 1990, le discours de la Baule, qui a été le coup d'envoi de la démocratie, du moins du multipartisme en Afrique, que on n'avait plus entendu parler de révolution sur le continent. Il aurait néanmoins fallu attendre une double crise dans cette région de l'Afrique, au Sahel, donc en Afrique de l'Ouest. Une double crise à la fois sécuritaire et politique. Sécuritaire, c'est l'invasion euh, terroriste. Politique, c'est l'avènement de juntes militaires. De militaires donc, qui ont accédé au pouvoir par des coups d'État pour remettre en selle la révolution dont on ne parlait plus depuis fort longtemps. Le contexte, encore une fois, international obligeant. Nous sommes donc de nouveau, et bien de nouveau, en révolution. Dans un petit coin de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, même si ce petit coin est assez vaste, dans le Sahel. Et dans ce Sahel, nous sommes en révolution dans un petit pays qui s'appelle le Burkina Faso. Et dans ce petit pays, on n'en est pas à la première révolution, et peut-être pas à la dernière. C'est la deuxième révolution. On fait une révolution à la mémoire de la précédente révolution qui a échoué et dont on se réclame. L'échec de la révolution précédente n'était pas seulement dû à l'hostilité extérieure, mais aussi à, à une implosion, donc intérieure de l'intérieur. La révolution donc se répète, on est dans la répétition de la révolution, mais aussi nous devrions euh, réciter comme pour nous galvaniser et montrer et témoigner aussi notre appartenance à cette révolution en cours, être capable de réciter, non pas de connaître des noms et des auteurs ou des hommes politiques dans leurs pensées, dans leurs discours, dans leurs écrits, mais de réciter les noms de nos héros passés, des grands noms de la lutte africaine, panafricaniste, dont certains sont des écrivains, des intellectuels, des juristes et d'autres des hommes politiques. Pêle-mêle et en vrac, sans ordre, je peux essayer de donner quelques noms des héros africains, de la liberté et de la libération. Frantz Fanon, Marcus Garvey, Malcolm X, Haïlé Sélassié, Kenyatta, Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, Aimé Césaire, Williams Sylvester,
Omniobé, Nyerere, Julius Nyerere, Cabral, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Brice Mars, Patrice Lumumba, Cheikh Anta Diop, John Okello, Boganda, etc., etc. La question que je me pose, la question que n'importe quel intellectuel africain devrait se poser une fois dans sa vie, comme on le disait de la métaphysique en philosophie, la question que je vous pose et sur laquelle on pourra bien plus tard échanger en live, en direct, c'est qu'est-ce que nous faisons de ces noms? Qu'est-ce que nous avons fait de ces noms que nous récitons depuis près d'un siècle, plus de 60 ans, après 65 ans au moins d'indépendance, nous récitons ces noms. Mais quelles actions posons-nous? Quelles actions constructives nous sont inspirées par ces noms de héros africains? Ça, c'est la question que je vous soumets et dont je vous propose, moi, ma réponse et mes analyses. Pour ensuite, pour en venir à ce que je pense être la mission d'un intellectuel africain sur un continent en crise. Quelle est la mission, le rôle d'un intellectuel africain? Donc, je terminerai par là. Donc, la question, qu'avons-nous fait ou que faisons-nous de ces noms de héros africains? Ma réponse, elle est claire, c'est rien. Rien. Je ne vois pas quelles actions constructives. Sinon, nous n'en serions pas là à faire et refaire la révolution. Si on est obligé de refaire des révolutions, alors qu'une révolution est censée être faite pour améliorer, pour avancer, transformer la société dans le bon sens. Et si on en est là à répéter la révolution, c'est qu'elle n'est pas efficace. Donc rien, il n'y a pas d'action constructive qui nous soit inspirée par ces noms. Encore une fois, ce sont des personnes, ce sont des hommes politiques, des intellectuels qui ont eu le courage en leur temps de lutter pour la liberté et la libération de l'Afrique et des Africains. Et certains sont morts sans avoir eu le temps, justement, de gouverner pour les hommes politiques leurs États. Omniobé au Cameroun, mort assassiné de façon atroce et bestiale. Le cadavre maltraité comme on tuerait je sais pas, même pas un animal sauvage. Patrice Lumumba, la façon dont il est mort, les trahisons dont il a été victime, ce sont ces morts, la façon dont ces gens, ces deux exemples que je vous donne, la façon dont ils ont été assassinés, qui nous émeut aujourd'hui. La seule chose que nous pouvons retenir aujourd'hui,
la façon inhumaine dont ils ont été assassinés pour la cause de la liberté des Africains, de notre liberté. Ils n'ont pas eu le temps de poser des actions. Hein, personne ne sait ce qu'ils auraient pu poser comme action politique. On peut peut-être émettre l'hypothèse que, comme tous les autres dirigeants africains, ils auraient été des dictateurs à 99%, 98%. Mais nous n'en sommes pas sûrs. Donc accordons-leur le bénéfice du doute. Et contentons-nous de leur intention qui était, je le répète, de libérer l'Afrique et les Africains de la violence, des violences coloniales, de l'humiliation coloniale. Et la façon dont ils sont morts, Patrice Lumumba confirme encore l'humiliation et la violence à laquelle les Africains étaient soumis. Le corps brûlé dans de l'acide pour ne garder qu'une dent. Ça, c'est le témoignage de la civilisation, d'un peuple civilisé que celui de Belgique. Et aujourd'hui, on s'étonne, en parenthèse, on s'étonne encore. On ne comprend pas pourquoi les Africains gardent, si je peux risquer ce jeu de mots, pourquoi les Africains, nous gardons une dent contre les colons, contre les Européens qui nous ont colonisés. Voyez. Bref. Donc, quelles actions avons-nous posées, y compris dans nos révolutions? Rien. Que des discours et du bavardage. Les dictatures, révolutionnaires ou pas, de militaires ou de civils, qui ont eu lieu en Afrique, que nous avons vécu en Afrique, sont encore les traductions de ce discours et de ce bavardage. Parce que ces révolutions, ces dictatures n'ont rien construit. Qu'on me cite un seul État africain qui s'est inspiré d'une de ces personnalités, d'un de ces héros africains, pour faire avancer son pays, pour libérer véritablement son pays, et de l'impérialisme, et de la corruption intérieure, et de la pauvreté, et de l'obscurantisme, etc. Qu'on me cite un seul exemple. J'ai même l'impression que les pays africains qui ne récitent pas ces noms s'en sortent mieux que ceux qui passent le temps à faire des révolutions. Donc ma réponse c'est rien. Nous ne faisons rien de ces noms que nous nous contentons de garder et de réciter, de garder comme un trésor. Donc, ce qui apparaît alors comme une mémoire s'épuise dans le discours et le bavardage sans action. Une mémoire improductive, une mémoire passive. Wole Soyinka avait raison de dire, en critiquant la négritude de Senghor, que le tigre ne passe pas son temps, ne perd pas son temps à dire ce qu'il est, à parler de lui-même. Il bondit sur sa proie. Je suis d'accord avec la première partie.
Parce que nous, Africains donc, révolutionnaires, passons le temps à réciter, à ne réciter que des noms de héros passés, sans prolonger jamais les intentions louables de ces héros en action constructive pour le présent. Voyez, nous nous contentons de parler de nous et de nos souffrances sans construire, sans poser des actions qui dépassent ces souffrances. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Soyinka, c'est que les Africains ne sont pas, les négro-africains ne sont pas des tigres. La comparaison, elle est mal faite. Parce que le tigre, c'est de l'autre côté. C'est l'impérialisme qui est le tigre. L'impérialisme, lui, il saute sur sa proie. Les Africains ne sont pas des impérialistes. Ils ne peuvent pas sauter sur leur proie. Et à la limite, les seules proies des Africains, c'est qui? Les proies des dirigeants africains, c'est qui? Qu'ils soient civils ou militaires. C'est qui? Ce sont les négro-africains eux-mêmes. Personne d'autre. Les meilleures proies, les chefs d'État africains, ce sont leurs propres populations, leurs propres peuples, sur lesquels ils sautent, hein, comme des tigres. L'impérialiste est tigre, pas l'Africain. Le discours improductif, la mémoire paresseuse et passive qui tient lieu de révolution, a deux caractéristiques. Hein. Deux, selon moi, d'essentielles, deux caractéristiques essentielles que je vais souligner. Ce bavardage. Encore une fois, les coups d'État, les dictatures sont la traduction, l'aboutissement de ce bavardage. C'est les révolutions que le continent a vécues depuis et les coups d'État qu'il a vécu depuis l'indépendance des États africains, depuis 65 ans, hein, au moins, près d'un siècle, ne sont que l'aboutissement, la manifestation des discours, des bavardages, sans action. S'il y avait action, on n'avait pas besoin de faire plusieurs coups d'État, hein, comme je le disais, des fois dans un même pays, pour avancer et transformer la société. Donc deux traits, deux caractéristiques de ce bavardage panafricain, panafricaniste. Non pas que le panafricanisme soit en cause, non pas que la révolution soit en cause, non pas que l'anti-impérialisme soit en cause. Le premier trait, c'est que ce bavardage, il est essentiellement franco-centré. Il a lieu essentiellement dans l'Afrique française. Hein, qu'on veuille que cette expression choque ou pas, dans la France-Afrique. Donc pourtant, on dit tous les jours qu'on veut sortir. On s'enferme dans cette France-Afrique, dans cette Afrique française. Le bavardage révolutionnaire anti-impérialiste, aujourd'hui, néo-panafricaniste, est franco-centré, franco-africain. Ce bavardage, il est France-africain. Voilà, France-africain. Parce que tout ce qui se passe en dehors de cette
de cette France africaine, ou de cette Afrique, non, pas de cette France africaine, pardon, de cette Afrique française, de cette France-Afrique. Tout ce qui se passe en dehors, en Afrique, laisse indifférents nos panafricanistes, qui oublient ou trahissent le pan du panafricanisme, le tout, la totalité d'un ensemble. C'est pas toute l'Afrique qui les intéresse, quoi qu'ils disent. C'est pas ce qui se passe, ce qui s'est passé en Tanzanie il y a 2 mois. 3 mois, 2 mois. Les massacres de la jeunesse notamment, qui manifestaient pour des élections justes, transparentes, pour la liberté finalement, le prouve. Le silence assourdissant. Pas un mot de solidarité des panafricanistes ouest-occidentaux, franco-centrés, à l'endroit de la jeunesse tanzanienne, ou des Tanzaniens en général. La même indifférence que celle de la communauté internationale, quand on compare ce qui se passe en Iran aujourd'hui, où tout le monde attend l'intervention des États-Unis, où les États-Unis menacent d'intervenir, d'utiliser la force. Curieusement, nos panafricanistes, et j'y reviendrai, ont à chaque fois la même attitude, la même indifférence, le même silence vis-à-vis, à l'égard de leurs supposés frères africains, quand ils ne sont pas dans le giron français, quand ils ne sont pas dans la France-Afrique. Alors, si on est condamné par la langue à ne pas sortir de cet univers franco-centré de la France-Afrique, ça veut dire décidément qu'on est condamné. L'histoire de sortir, de lutter contre la France-Afrique et d'en sortir est une illusion. Puisqu'on s'enferme nous-mêmes, nous nous enfermons nous-mêmes dans ce que nous voulons quitter, dans ce dont nous voulons nous débarrasser, la France-Afrique. Nous sommes plus France-Africains dans nos critiques de la France-Afrique que nous ne donnons l'air. Donc la Tanzanie, ce qui s'est passé n'intéresse pas nos panafricanistes. Ce qui se passe en Ouganda, là, le combat de Bobi Wine, de Robert Kyagulanyi, Sentamu, c'est ça, Kyagulanyi, dit Bobi Wine, en Ouganda, où il vient d'y avoir des élections et des résultats qui étaient attendus. Le combat de Bobi Wine n'intéresse pas nos panafricanistes. La jeunesse ougandaise qui se mobilise contre l'autoritarisme et la dictature, enfin sinon l'autoritarisme d'un Museveni, ne dérange pas, ne fait pas bouger nos panafricanistes, enfermés dans la France-Afrique, dont ils disent qu'il faut sortir. Pourquoi? Parce que Bobi Wine, ce n'est pas un militaire. Si Bobi Wine était un capitaine, un sergent, un lieutenant-colonel qui faisait un coup d'État, on aurait constaté plus d'intérêt de nos panafricanistes à l'égard de la mobilisation. Bobi Wine, en Ouganda, il est plus populaire qu'un Ibrahim Traoré au Burkina Faso. C'est-à-dire, sans susciter la peur et la terreur, la peur des enlèvements, comme au Burkina Faso. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré est populaire parce que quelque part, on est obligé de suivre le mouvement. Que si vous ne suivez pas le mouvement, vous êtes un apatride et que vous risquez l'enlèvement
la séquestration et le front anti-terroriste. C'est parce que Bobby Wine ne parle pas d'impérialisme. Il ne lutte pas d'abord contre l'impérialisme, mais contre Museveni, au pouvoir depuis une quarantaine d'années. La jeunesse et la population tanzanienne n'ont pas parlé de lutte anti-impérialiste. Les Tanzaniens luttaient contre des élections pas transparentes, pas justes, de leur dirigeante Samia Suluhu Hassan. Ça n'intéresse pas le panafricaniste. Vous n'êtes pas africain, vous ne les intéressez pas. Votre action en Afrique ne les intéresse pas. Même si vous êtes populaire, si vous parlez pas d'anti-impérialisme et de révolution. Ça, c'est le premier trait. L'enfermement dans l'univers, dans la France-Afrique, de cette révolution panafricaniste, qui du coup, encore une fois, n'est plus panafricaniste. Je les appelais, dans une intervention récente, les nationaux panafricanistes, qui font la révolution dans un seul périmètre de l'Afrique. Vous voyez? Et dans ce périmètre, dans un seul pays, sur 54 pays africains, il y a un seul pays qui parle de révolution. C'est ça qui les intéresse. Deuxième trait, c'est le rapport à la liberté. Nos héros africains, leur intention, si on peut être sûr d'une chose de leur part, c'est du côté de leur intention, de ceux qui sont morts notamment. Même s'ils n'ont pas eu le temps de gouverner, ils sont morts pour la liberté et la libération de l'Afrique et des Africains. Ça, c'est une certitude. Or, la liberté aujourd'hui, nos révolutionnaires, néo-révolutionnaires, panafricanistes, nos propagandistes, panafricanistes, anti-impérialistes, récitent les noms de ces grands héros africains qui sont morts des fois, de façon animale et brutale. Citent leurs noms pour soutenir la dictature, les dictatures. Aujourd'hui, il peut arriver au Burkina Faso, donc qu'on célèbre la mémoire d'un Nelson Mandela comme un grand homme africain. Et il l'est, il le mérite, Nelson Mandela. Mais Nelson Mandela a été emprisonné par les nazis sud-africains sans jugement. Et on convoque son nom dans un pays où, comme par hasard, un avocat, Guy Hervé Kam, est aussi emprisonné sans jugement. Pas aussi longtemps que Nelson Mandela, mais en tout cas privé de liberté. On convoque le nom d'un héros de la liberté dans un pays où on prive des citoyens de liberté. Pour galvaniser une révolution qui se fait, encore une fois, en répétition d'une autre révolution qui a échoué. Et vous dites que nous avançons. Je ne crois pas. Samia Suluhu, la présidente tanzanienne, il y a 2-3 jours, la Tanzanie continue à célébrer le 12 janvier tous les ans. C'est ce qu'ils appellent à Zanzibar, c'est le Mapinduzi Day.
le jour de la Révolution, le 12 janvier. La révolution menée, organisée et menée par John Okello à Zanzibar. La révolution pour libérer les négros africains majoritaires de l'île, du sultanat arabe. Samia Suluhu célèbre ce jour de la liberté, de la libération, après avoir 2 mois auparavant, sinon 1 mois seulement, fait massacrer des milliers, des centaines, peut-être 2 milliers de Tanzaniens. Donc, évoquer la liberté, la mémoire de la liberté, ou la mémoire des gens qui ont combattu pour la liberté, pour servir la dictature. C'est ça la politique africaine aujourd'hui. C'est ça la politique révolutionnaire aujourd'hui. Samia Suluhu, présidente non seulement de la Tanzanie, mais du CCM, Chapcha Mapinduzi, le parti de la révolution, qui est la fusion de 2 partis. Le parti de Nyerere, la TAMU, l'Union nationale africaine du Tanganyika de Nyerere, et de l'ASP, ASP, Afro-Shirazi Party de Zanzibar, de Karume. Zanzibar. Karume, c'est le premier président de Zanzibar après la révolution d'Okello sur l'île de Zanzibar. Révolution, donc, je le dis, qui a chassé le sultan arabe de l'île, où les Arabes étaient minoritaires, mais dominateurs de la population majoritaire négro-africaine. Le sort d'Okello, comme le sort de tous les révolutionnaires, ça a été d'être trahi par le même Karume, interdiction de revenir à Zanzibar, Okello obligé de séjourner, de passer par le Zaïre, de rentrer en Ouganda, où il a disparu sans doute sous Idi Amin Dada, qui aurait commandité son assassinat. Alors, comme quoi, en Afrique, les échecs des révolutions, les trahisons internes, depuis l'est de l'Afrique jusqu'à l'ouest. Imaginez, de Zanzibar à Ouagadougou, la révolution a connu le même sort, les mêmes échecs. Internes, pas d'abord extérieurs, mais intérieurs. Les mêmes implosions, les mêmes trahisons. Comme si, et ça j'y reviendrai, comme si en Afrique, nous ne sommes pas capables, les Africains ne sont pas capables de jouer collectif. Non, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de fraternité. C'est pour ça qu'on en reste à des discours. Dans les discours, nous sommes frères, nous sommes ensemble et tout ça, mais en réalité, nous sommes incapables de construire des actions ensemble. Comme au football. Nous avons les meilleures équipes, les meilleurs joueurs dans les équipes, dans les championnats du monde entier, européens. Mais nos équipes nationales sont les dernières dans les compétitions mondiales. Remarquez-le. Là encore, c'est une question que je pose et qu'on ne peut pas ne pas poser quand on est intellectuel, quand on réfléchit. C'est une question que je pose et sur laquelle j'invite à la réflexion. Comment se fait-il que nous ayons les meilleurs joueurs au monde et que nos équipes nationales sont nulles? Comment se fait-il que nous récitions des héros et que nous ne sommes pas capables de nous en inspirer pour construire
des actions pour nous-mêmes. Donc la liberté, Samia Suluhu, en Tanzanie, au Burkina Faso, on peut toujours célébrer la liberté, mais emprisonner des citoyens comme des terroristes. Et au passage, ceux qu'on a accusés, les Hervé Kam, Evrard Somda, Kambou, l'entrepreneur, j'ai oublié son prénom, accusés de déstabilisation. Alors même que récemment, ceux qui sont dernièrement accusés de la même déstabilisation, si je peux dire, de coup d'État, ont été présentés à tous les médias, dans tous les médias du Burkina Faso et d'Afrique, pour faire des aveux. Donc ils ont été visibles. Or, il y a des gens accusés de tentative de coup d'État aussi, avant eux, 3 à 4 ans auparavant, qui sont restés invisibles, voire introuvables. Monsieur Kambou, on ne sait même pas s'il est vivant encore aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va pas. Au moins les juger, pour que eux aussi, si peut-être qu'ils auraient des aveux à faire, s'ils sont réellement coupables, si on les expose pas au public pour faire des aveux, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de quoi faire des aveux. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Les emprisonner à vie comme un Nelson Mandela. Donc pour les mêmes qui citent des noms de héros, dont Nelson Mandela, grand homme de la liberté. Donc, sur la liberté, citer des gens, des héros qui sont morts pour la liberté, pour soutenir des dictatures. C'est ce que font les propagandistes de la révolution panafricaine aujourd'hui, anti-impérialistes, et qui observent les mêmes silences que les impérialistes. Quand il s'agit d'autres mobilisations, d'autres luttes, en Afrique même, mais en dehors du cercle France-africain. Quand on dépasse la frontière de la langue. Non, l'Afrique s'arrête aux frontières de la langue française. Et ce sont ces mêmes frontières qu'on prétend dépasser par un panafricanisme. Mais on s'y enferme par la critique même qu'on fait de la France-Afrique. On s'y enferme par cette même critique. Voyez, les autres luttes en Afrique de l'Est, en Afrique, comme on dit, anglophone, où on parle anglais, de colonisation anglaise, les autres, ils luttent d'abord, non pas contre l'impérialisme ou l'ex-colonisateur, mais contre leurs propres dirigeants. Contre leurs propres dirigeants. C'est Museveni, c'est Samia Suluhu. C'est ça la différence. Alors, quoi conclure? Je disais que j'allais revenir à partir de là sur le rôle, enfin la mission d'un intellectuel africain, selon moi, dans un contexte critique, dans un contexte de crise. Cette mission ne peut être que critique, que de critique. Je ne peux pas concevoir l'intellectuel africain en dehors du travail de critique. Qu'est-ce que ça veut dire, la critique? C'est pas la critique superficielle de rejeter, de renier, de dire que tout est mauvais, tout le monde est nul, etc. Ça, c'est pas une critique, ça. C'est pas une critique intellectuelle. Un intellectuel ne perdrait pas son temps à se cultiver, à user le fond de ses pantalons sur les bancs de l'école, de l'université, pour venir parler, critiquer comme le commun des mortels. Hein, c'est nul, etc. Même si ça peut être vrai, bon, il y a des enlèvements, c'est vrai, c'est pas bien, etc. Porter des jugements moraux,
ça reste superficiel comme critique pour un intellectuel. Un intellectuel, la critique, je l'entends, c'est de poser des questions, toutes les questions, y compris celles qui font mal. Je pense qu'en Afrique, on n'a jamais fait la critique de nous-mêmes. Et il n'y a pas de prise de conscience véritable sans passage par la critique de soi-même. Si vous n'avez pas reçu des vérités en face, non pas des autres, mais de vous-même, si vous ne vous êtes pas dit les vérités. Chez moi, le Dagara, pendant le funérailles, un griot, c'est le moment pour un griot, non pas de vous passer la pommade. C'est pas non plus, il n'y a pas d'hostilité, mais c'est le moment. Pendant que vous êtes en deuil, c'est là qu'il va vous dire toutes les vérités qui personne ne vous dira dans la vie de tous les jours. Les gens qui ne vous aiment pas, qui font semblant de vous aimer, c'est lui qui va vous le dire. Ce que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait, c'est le griot qui va vous le dire. Jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui va vous remuer qui va remuer tout votre intérieur, toute votre personnalité, jusqu'aux larmes. Le griot est là pour vous faire pleurer. Non pas pleurer seulement la disparition de votre parent, de votre proche, mais pleurer seulement de vérité, devant la vérité, toute nue. Cette critique de nous-mêmes, nous ne l'avons jamais faite en Afrique. Les opposants en Afrique, les opposants politiques, les intellectuels opposants ont toujours critiqué des régimes, les régimes qui les opprimaient. Mais jamais, jamais la critique collective de nous-mêmes n'a été entreprise. J'entends par critique, j'entends la critique au sens d'un Kant, du philosophe Kant. La critique qui signifie refondation. On critique ce qu'on veut refonder. Chez Kant, c'était la métaphysique. C'était pas pour détruire la métaphysique. C'est pas pour la renier. C'est impossible. Nous ne pouvons pas nous passer de métaphysique. La raison est obligée, ça fait partie, c'est dans la nature de la raison de dépasser les limites de l'expérience. Ça, on ne peut pas, l'éviter. La critique, c'est la refondation. Toute refondation passe par la critique de soi-même, par la critique par les autres. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais été critiqués par ceux-là qui ont des intérêts chez nous, en Afrique. La France-Afrique n'a jamais critiqué l'Afrique et les Africains. Elle a toujours fermé les yeux sur quoi? Sur les dictatures africaines, qu'elle a toujours soutenues, ainsi que la corruption. Si nous attendions que la critique vienne de l'extérieur, de cette France-Afrique, elle n'a jamais eu lieu. Nos intellectuels africains n'ont jamais, comme la France-Afrique, encore une fois, comme toujours, il y a cette proximité entre nos révolutionnaires anti-impérialistes et les impérialistes, entre nos révolutionnaires panafricanistes et les France-Africains, et la France-Afrique. Pas de critique de nous-mêmes, seulement flatter les Africains, les faire réciter le bréviaire des héros africains, sans action, et que cela suffise. D'autre part, l'intellectuel africain n'a pas pour mission de dire aux hommes politiques ce qu'il faut faire, selon moi. Que chacun assume ses responsabilités. Celui qui prend le pouvoir par les armes ou par les urnes doit savoir ce qu'il faut faire de ce pouvoir. C'est pas à moi, intellectuel, d'aller lui dire, faut conseiller ce qu'il faut faire. S'il ne sait pas ce qu'il faut faire, qu'il ne prenne pas le pouvoir. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Derrière des putschistes en Afrique de l'Ouest, des intellectuels,
des propagandistes anti-impérialistes, se servant souvent d'ailleurs de l'IA, d'une intelligence dont ils n'ont besoin, dont ils n'usent que de mauvais côtés, qui fait des ravages, qu'ils utilisent pour manipuler leurs propres frères africains, n'est-ce pas? Non pas, là encore, non pas pour construire quelque chose. Vous êtes là, vous attendez que des gens intelligents utilisent leur intelligence pour développer de l'intelligence artificielle. Et le seul usage, la seule utilité que vous en avez, c'est de vous en servir sur les réseaux sociaux pour manipuler vos frères africains. Ça, c'est l'Afrique, ça. Donc l'intellectuel africain, pour moi, n'a pas à dire, n'a pas pour mission, n'a pas la compétence de dire à des hommes politiques euh, ce qu'il faut faire en matière de politique pour, euh, pour avancer. Se précipiter après coup derrière des putschistes pour les conseiller ou faire leur propagande. Faites de l'intellectuel, faites de ces intellectuels aujourd'hui les premiers putschistes du continent africain. Les intellectuels aujourd'hui, les propagandistes intellectuels, anti-impérialistes, néo-révolutionnaires, etc., sont les premiers putschistes civils de l'Afrique. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été associé à la préparation d'un putsch, que je sache. Donc vous ne connaissez pas les objectifs des putschistes. Et vous attendez lâchement qu'ils prennent le pouvoir par les armes pour courir derrière eux, les conseiller et faire la propagande et la publicité. Vous n'avez pas été à l'origine de la fabrication des coups et à l'arrivée, ben vous êtes des conseillers curieux. C'est curieux, non? Vous ne connaissez pas leurs intentions, vous ne connaissez pas leurs objectifs. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris le pouvoir? Et s'ils ont pris le pouvoir, c'est qu'ils doivent savoir encore une fois ce qu'il faut faire. S'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, ben, il ne faut pas qu'ils prennent le pouvoir. C'est une question d'honnêteté et d'authenticité, n'est-ce pas? Et donc courir derrière, toujours, les dictateurs, civils ou militaires, ça c'est ce que nous, les intellectuels, nous faisons depuis nos indépendances. Jamais aucune critique de nous-mêmes. Jamais. Et on ne peut pas prendre véritablement conscience, on ne peut pas refonder l'Afrique, on ne peut pas refonder nos États si on n'est pas capable de nous critiquer. Il ne s'agit pas d'autocritique, puisqu'il ne s'agit pas d'actes euh, fautifs que nous aurions posés pour nous autocritiquer. Et parce qu'il n'y a même pas d'acte, justement. Il n'y a pas d'action. Il s'agit de nous dire les vérités à nous-mêmes. Et ça, personne ne veut entendre ça. Donc, si vous le faites, c'est que vous faites le jeu de l'impérialisme. C'est que vous êtes... mais alors, comment vous allez avancer? Comment vous allez avancer en récitant le nom de héros que vous trahissez constamment? Au fur et à mesure que vous les récitez, que vous trahissez, votre mémoire improductive, passive, trahit l'action, le courage de ces héros passés. Voilà, je m'arrête là. À bientôt. Alors, la prochaine fois, la prochaine vidéo, très prochaine, deux prochaines vidéos. L'une, ça sera de démontrer en quoi le dirigeant du Burkina Faso est un dictateur.
sans passer par les facilités non plus. S'il faut le démontrer, c'est qu'il y a quelque chose de... il y a des arguments originaux et intellectuels. La deuxième vidéo qui suivra, ça sera sur la répétition, là encore, la répétition d'un échec en Afrique de l'Ouest, la reconstitution d'un semblant de guerre froide en Afrique de l'Ouest. À bientôt.